Bonsoir à tous, c'est Tambour Battant consacré cette semaine à l'université. Peut-elle accepter tous les bacheliers ? Alors nos premiers invités avec Marie-Christine Wener, nous recevons Paul Cassia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit public à Paris 1 Sorbonne, auteur de ce petit livre très bien fait, sélectionné à l'entrée de l'université, oui, mais comment, publié aux éditions LGDJ, une marque de l'extinso. Et avec vous, Simona Tersini, qui est maître de conférence en sociologie à Paris-Nanterre. Alors voilà, je voudrais commencer en rappelant la loi Savary, 26 janvier 1984, qui posait le principe de la liberté d'accès des bacheliers à l'enseignement supérieur. C'est le principe. En fait, la pratique est très sélective, puisque les universités aujourd'hui trient les dossiers, et dans un certain nombre de branches, il y a des étudiants qui sont candidats à entrer dans ces branches, mais souvent, l'absence de place fait qu'on leur dit non. Donc la liberté est maintenant conditionnée par le problème des places. Il y a un taux d'échec considérable en première année, qui constitue en fait une sélection par l'échec, différée évidemment, faute de filtre initial. Et ce qu'on peut dire, c'est que en plus, les préparations aux grandes écoles, et les écoles privées, et les universités privées, en fait, les écoles privées, drainent une grande partie des élèves et des meilleurs élèves. Voilà la situation. Alors, ce par quoi je voudrais commencer, Paul Cassia, c'est que dans votre livre, vous insistez sur l'idée que, bien évidemment, il faut qu'il y ait une sélection à l'entrée et qu'on l'avoue. Est-ce que vous pensez que, compte tenu de ce qu'est la politique, de la peur que tous les gouvernements ont d'une insurrection des étudiants, il y aura un jour un gouvernement qui dira sélection à l'entrée à l'université? La sélection, elle a déjà lieu dans certaines universités et en particulier dans celle dans laquelle je suis. Il y a eu cette année, par exemple, 100 000 demandes d'inscription à l'université Paris 1 pour 6 000 places. Donc, par construction, c'est-à-dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas la sélection, il doit y avoir une sélection. Après, on peut employer le mot ou employer un mot dérivé, peu importe. Mais pour certaines universités et pour certaines formations, la sélection est nécessaire. On peut le regretter, on peut l'approuver, elle est nécessaire. Je considère qu'il faut l'ordonner. Et en particulier, le hasard ne peut pas servir d'ordre tel qu'il était pratiqué sous l'empire de l'ancienne application post-bac, APB. Pas davantage que l'application aujourd'hui Parcoursup ne me paraît satisfaisante. Donc je suis pour un certain ordre dans l'entrée dans l'enseignement supérieur par nécessité. Parce qu'il y aura toujours, même s'il y avait plus de places disponibles dans une université, il y aura toujours... Plus de moyens pour l'université. Ça, c'est une donnée très importante du problème qui n'a pas été résolue. Il faut en effet réfléchir non pas seulement à la sélection à l'instant T, juste après le bac, mais il faut bien évidemment construire l'avant, c'est-à-dire ce qu'il y a au lycée, et l'après, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'université. Sélectionner seulement, c'est très réducteur comme mécanisme, et se contenter de sélectionner est très insuffisant. Mais la sélection, elle est nécessaire et elle est bienvenue pourvu qu'elle ne consiste pas en un rabotage, pourvu que cette sélection permette de donner des chances à des personnes qui, a priori, pourraient ne pas en avoir. Alors, Simona Tersini, la question qu'on peut se poser, c'est que la sélection qui est pratiquée aujourd'hui, est-ce qu'elle est un tant soit peu démocratique ? C'est-à-dire qu'il y a une sélection, on ne l'avoue pas, on n'appelle pas ça sélection, mais elle existe. Alors, elle existe avec le fait que dans un certain nombre d'universités, on demande des prérequis. Ces prérequis, c'est à partir des études secondaires, au fond, des connaissances qu'il faut avoir, une pratique des connaissances qu'il faut avoir et que tout le monde n'a pas. Alors, on n'avoue pas que c'est une sélection, là encore, mais c'est une sélection. Est-ce que vous avez l'impression, vous, aujourd'hui, que cette sélection telle qu'elle se pratique, compte tenu du fait qu'on ne parle pas du mot sélection, est démocratique ? Alors, les inégalités se creusent depuis la maternelle.
Et donc, les évaluations qui démarrent en maternelle et qui demandent déjà des compétences et pas un savoir qui se construit dans la longue durée, en accompagnant la spécificité de chaque élève, creusent déjà des inégalités qui ne sont pas uniquement sociales, mais qui articulent le parcours individuel avec le milieu social d'appartenance. Donc ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'il y a une idéologie républicaine à l'école qui vise effectivement un rabotage, mais qui, de fait, amplifie les inégalités. Et c'est un problème qui a des répercussions ensuite dans l'entrée à l'université et qui implique déjà une sélection par rapport à ceux qui n'ont pu accéder aux grandes écoles. Mais pour moi, le problème de l'inégalité est lié au fait qu'il creuse des sélections qui ne sont pas liées à un savoir, mais qui renforcent des déterminismes sociaux. Donc le manque de démocratie est inhérent au parcours scolaire depuis la maternelle. Marie-Christine Venner. Mais Antoine, je pense qu'à ce stade, il faudrait aussi dire pourquoi il y a tant de monde qui se précipite aux portes des universités. Parce que, Monsieur Cassia, vous l'avez mentionné, il y a depuis 2 ans, et 2 ans seulement, des systèmes de filtrage qui sont insuffisants, mais enfin, on a mis en place ces systèmes-là. Avant, il n'y avait rien. Donc, il y a effectivement le taux de réussite au bac qui est un enjeu important. Il y a aussi la préférence qu'on peut avoir pour faire des études alors que c'est pas utile. Enfin, moi, je pense que c'est important de savoir pourquoi tant de gens se dirigent vers les études supérieures et spécifiquement vers l'université. Paul Cassia. J'ai été directeur de l'UFR de la licence en droit dans mon université et lors de la journée Portes ouvertes qui accueillait les parents et les élèves de terminale intéressés, je disais ceci. Je dis, mesdames, messieurs, réfléchissez bien avant de venir ici. Il y a d'autres portes pour construire son avenir que l'université et il y a des métiers manuels qui sont tout autant enrichissants intellectuellement et matériellement que ce qu'on pourra vous offrir à l'université. Quand je disais ça, j'avais un tollé dans la salle. Et je crois que le problème principal vient de ce qu'il y a une certaine catégorie de métiers qui sont sous-évalués, dévalorisés et qu'il faut absolument revaloriser. Je pense qu'un plombier, un électricien, un boulanger a une utilité sociale au moins égale à la mienne, si ce n'est largement supérieure. Donc le problème vient de ce que, il y a pour les études dites intellectuelles une appétence comme ça, une aura particulière. Est-ce que c'est une spécificité française ? Il faut demander à l'italienne. J'en ai l'impression. L'italienne voit qu'en Allemagne, les diplômes qui sont professionnalisants et qui permettent de devenir électricien et de gagner énormément sont tout autant valorisés que des métiers professionnels plus liés au savoir scientifique qui est tout à fait valorisé parce que quelqu'un qui a un diplôme comme moi en Allemagne se fait nommer autrement. Et le mot docteur a un sens beaucoup plus important en Allemagne. Mais il n'empêche que vous êtes mieux considéré en Allemagne. Oui. Mais il n'empêche que gagner beaucoup d'argent et avoir des belles voitures dans la société allemande est très apprécié. Voilà, le travail manuel... Si on veut gagner de l'argent et avoir de belles voitures, il ne vaut mieux pas passer par l'université. Complètement. Sauf que la démocratisation de la société depuis la fin des années 60 fait que l'université, notamment en France, avec le système des grandes écoles napoléoniennes, et la voie d'entrée à l'accès à cette démocratisation qui est en cours. Voilà. Et peut-être en baisse. Voilà. Donc l'appétence, certes, pour le savoir, mais surtout aussi, je dirais, à partir de l'expérience des portes ouvertes, la peur de déclassement des parents de classe moyenne et moyenne supérieure qui accompagnent leurs enfants, qui sont absolument pas autonomes dans leur choix, qui sont pris par la main comme s'ils étaient au maternel. Et moi, j'y vois d'abord la peur de déclassement des parents avant même d'envisager l'inquiétude et les projets de ces futurs étudiants. Paul Cassia, dans votre livre, vous insistez sur l'information des lycéens, ce que vous avez évoqué à l'instant, en disant qu'elle n'est pas suffisante. Vous insistez sur le fait que la formation des universitaires sur le plan pédagogique égale 0. Je traduis, vous ne dites pas égale 0 dans votre livre, mais ça veut dire ça. Et vous insistez sur le fait que, en fait, on donne des bourses à des gens qui travaillent et qui n'ont pas la possibilité, en conséquence, de suivre les cours, et qu'on a une petite escroquerie qui fait que les gens qui sont sans moyens financiers et économiques propres ont de grandes difficultés à suivre les cours d'université.
En fait, il faut repenser le système dans son ensemble et l'application Parcoursup qui a été mise en œuvre cette année est vraiment un petit rien dans un univers à refonder. Moi, ce que je constate, c'est qu'en effet, il y a une partie des étudiants qui sont inscrits par défaut dans la formation, enfin, qui l'étaient en tout cas jusqu'à l'année universitaire prochaine. J'ai, comme directeur du FR, signé des attestations de bourse à des personnes qui ne venaient pas, mais qui consciemment ne venaient pas parce qu'elles n'étaient pas intéressées par la formation, elles étaient intéressées par la bourse. C'était possible dans l'ancien système, ça le reste sans doute dans le nouveau système de sélection. Ce que je voudrais dire, c'est que cette sélection, elle a toujours existé. Moi, quand j'étais bachelier en 1989, j'ai pas eu l'application dématérialisée, j'ai fait la queue devant le centre Pierre Mendès France, j'étais inscrit en histoire, et je me souviens d'avoir fait cette queue pendant des heures, et pour premier arrivé, premier servi. Puis on a eu l'application Minitel, maintenant c'est autrement. Mais de fait, il y a de plus en plus d'élèves de terminale bachelier qui veulent s'inscrire à l'université, pour les raisons qui ont été indiquées, la peur du déclassement, le fait aussi que le bac se soit totalement... Attendez, peur du déclassement, il se gourre complètement, parce que le déclassement passe aujourd'hui par l'université. Oui, mais il y a des filières plus prestigieuses. Faire de l'anthropologie plutôt que de la sociologie limite l'angoisse du déclassement pour certains parents. Oui, l'angoisse du déclassement, mais étant donné que dans l'anthropologie, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont réussir, en fait, ceux qui s'inscrivent en anthropologie ont des chances de courir au déclassement. Non ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas que la question de déboucher, il y a la question du désir dans le savoir. Et si on l'évacue, on ne va pas très loin. D'accord, alors là on parle d'autre chose, alors maintenant on parle de l'appétence au savoir. Ouais. Mais si on prend l'université aussi pour l'acquisition d'un savoir susceptible de se traduire dans l'économie par un rôle professionnel, eh ben on se heurte bien évidemment au fait que l'université n'est pas très performante. C'est aussi Monsieur pour Cassia. ça. Alors, je pense que l'université est hyper performante. Ah bon ? Oui. Ce qu'on ne voit pas assez, et à mon avis, elle l'est beaucoup plus que le secteur dit sélectif, parce qu'en réalité, notre sélection chez nous, à l'université, est inversée. On sélectionne personne au départ, ou enfin, sélectionnait personne au départ, et les sélections se faisaient au fur et à mesure. Par l'échec. Oui. Et par la réussite de certains. Non, par l'échec. Alors, pour s'agissant du taux... On balance tous ceux qui échouent. Je finis la phrase. Alors que dans le secteur dit sélectif, on est sélectionné à l'entrée, on paye ensuite pour avoir son diplôme. La réalité, c'est ça. Dans des formations, on paye une formation, je ne vais pas donner de nom de haute institution, mais on paye la formation. Vous voulez parler d'HEC ? Notamment, oui. On paye pour avoir un diplôme. Je suis persuadé que nos formations sont beaucoup plus exigeantes, que c'est beaucoup plus difficile d'être étudiant à l'université qu'étudiant dans des formations sélectives, une fois qu'on est entré. S'agissant du taux d'échec, je vais vous donner un chiffre qui est précis, je l'ai eu ce matin. C'est celui du taux d'échec en première année de droit dans l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est de 63%. Le taux de réussite, le taux de passage de L1 en L2 est de 37%. Donc sur à peu près sur 1117 étudiants, seuls 409 passent en tout ou partie en deuxième année. Cette situation, on le comprend, est absolument inacceptable. On ne peut pas accepter que on parle à 63% de personnes qui soit ne vont pas venir, soit ne vont abandonner en cours de route, soit ne se présenteront pas aux examens, soit vont échouer 1, 2, 3 ou 4 fois. Attendez, est-ce que votre fonction de pédagogue ne doit pas s'occuper de ces 63% et que vous ne devez pas vous intéresser en tant qu'enseignant à ces 63%? Est-ce que c'est impertinent de poser cette question? J'ai toujours considéré que le taux de réussite ou le taux d'échec reflétait aussi la qualité de l'enseignant. Toujours. Mais il y a des élèves ou des étudiants avec lesquels on ne peut pas les faire réussir. Certains, c'est objectif parce qu'ils ne viennent pas. D'accord. Mais attends, vous ne pouvez pas les faire réussir. Mais est-ce que vous vous intéressez à ce que vous pouvez faire éventuellement pour les aider dans la vie à trouver une insertion sociale qui leur convienne? Mais Antoine, je pense que ce que M. Cassia dit veut dire aussi qu'il y a des étudiants qui sont dans cette filière en première année et qui n'ont rien à y faire, qui y sont entrés
parce que le mal français, le mal MAL, c'est qu'on survalorise les professions intellectuelles au détriment des autres, qu'on survalorise les études et que ces jeunes sont poussés par une sorte de trend vers des études supérieures où manifestement ils se sentent mal à l'aise. Donc au bout d'un an, pouf, ils s'en vont. Mais voilà, et par ailleurs, j'avais une question. Est-ce qu'il y a un droit aux études supérieures? Est-ce qu'il y a un droit à l'université, comme il y a un droit à la santé? On a l'impression que oui, il y a un droit, parce qu'on est dans ce pays, et donc on a droit aux études. C'est vrai qu'on y a droit, mais à certaines conditions seulement. Il faut qu'on parle des conditions. Alors on a un droit, en effet, depuis la loi Savary, et il est inscrit dans le Code de l'éducation maintenant, que tout bachelier a un droit de s'inscrire dans une formation de l'enseignement supérieur. Ce n'est pas nécessairement la formation qu'il préfère, mais c'est une formation de l'enseignement supérieur. Simona, j'aimerais que vous, qui êtes maître de conférence à Nanterre, vous me disiez si vous avez en tête des initiatives que vous prenez pour vous occuper de ceux qui ne passeront pas en deuxième année et pour leur apprendre quelque chose, ou bien pour leur servir à quelque chose qui, dans la vie, sera fécond. Alors, il y a un dispositif d'orientation entre le premier et le second semestre, parce qu'une grosse partie du tri s'effectue non pas entre la première et la deuxième année, mais entre le premier et le second semestre. Les cours de janvier sont déjà largement allégés en termes d'amphithéâtre. Ensuite, il y a quelque chose qui est inhérent au système français et qui est fortement appréciable par rapport au système que j'ai eu en Italie. C'est-à-dire qu'en plus des cours d'amphithéâtre, il y a des TD. Et les travaux dirigés en petit comité, même si aujourd'hui... En petit comité, entre guillemets, parce que nous luttons tous les ans pour que les petits comités restent à 24 et ils ne redoublent pas, comme il arrive parfois, par manque de moyens, reste tel et qu'il y ait un lien entre le cours d'amphithéâtre et un TD, donc des travaux dirigés, où il y a moyen d'accéder au savoir de l'auteur classique, où il est possible plus facilement de poser des questions et d'avancer dans son savoir. Ça, c'est inhérent au système français et c'est très, très bien. Attendez. Paul Cassia, dites-moi concrètement si les TD à 24, c'est véritablement la norme. Moi, je croyais que les TD, c'est à 50, 60 en général en France, quand c'est pas plus. Et je connais des étudiants qui ont essayé d'entrer dans des TD, ils n'ont pas pu s'inscrire en TD. Ils sont inscrits à l'université sur un cycle. On ne leur permet pas de s'inscrire en TD parce que le TD est complet. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est simple. Le nombre d'étudiants en TD dépend du directeur de l'UFR, du directeur du département. J'ai donc dirigé la licence en droit. Quand je suis arrivé, il y avait une trentaine d'étudiants par TD. Quand j'en suis parti, il n'y avait pas plus de 25 étudiants par TD. C'est que nous devons déterminer des capacités d'accueil. Et ces capacités d'accueil, elles se déterminent aussi en fonction du nombre d'élèves que l'on souhaite ou que l'on peut accueillir dans une salle de TD. Ma norme à moi, ce n'était pas plus de 25 étudiants par TD et je peux vous garantir qu'en première, deuxième et troisième année en droit à Paris 1, il n'y avait pas plus de 25 étudiants par TD parce que c'était une volonté politique. Mais ça implique que vous rejetiez des milliers de demandes. Absolument. C'est-à-dire que... Absolument. Il y a aussi le fait d'être étudiant, non pas inscrit en TD, parce qu'il y a eu des inscriptions tardives qui empêchent de s'inscrire ensuite en TD. Donc l'inscription tardive est acceptée, puisque cela apporte de l'argent aux caisses de l'université, mais ça empêche de s'inscrire en TD parce que c'est trop tard et que les effectifs, on a beau lutter pour en avoir un peu plus, mais il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce que c'est que cet étudiant qui suit des cours en amphi et qui n'a pas la possibilité, au fond, d'approfondir le cours en TD? Qu'est-ce qu'il fait? C'est considéré comme un étudiant travailleur qui n'a pas accès aux mêmes modalités d'évaluation, c'est scandaleux. Pas accès au contrôle continu, mais uniquement à des contrôles sur table, ce qui fait qu'un étudiant qui est censé faire en sociologie des évaluations de méthodologie répond à 3 questions au lieu d'aller sur le terrain, ce qui est aberrant pour moi, mais ça existe. Et ça donne lieu au même diplôme. Cette question des capacités d'accueil, dirigée donc par les responsables du FR, est-ce que ça ne pose pas un problème dans la mesure où on peut, pour des raisons pédagogiques, tout à fait compréhensibles et acceptables, dire voilà, moi je ne veux pas qu'il y ait plus de 25 élèves en TD, comme vous l'avez dit, et en conséquence ne pas s'occuper des milliers de candidats qui frappent à la porte et qui n'auront ni TD ni salle d'amphi. Cette question, elle est décisive, elle est méconnue, elle est décisive. Une université, c'est d'abord un établissement recevant du public qui est soumis à certaines règles de sécurité. Et
le président d'université qui accepte des étudiants en surnombre commet une faute, je dis bien une faute professionnelle. Un étudiant ou un amphithéâtre où des étudiants ne peuvent pas s'asseoir, c'est irrégulier. Une salle de TD où des élèves ne peuvent pas s'asseoir, c'est irrégulier. Donc la priorité des priorités pour un responsable d'établissement universitaire, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus d'étudiants que ce que sa formation peut accueillir. Alors ça implique en effet, que des choix doivent être réalisés, en particulier dans les formations parisiennes. C'est peut-être pas le cas ailleurs, mais ça implique qu'il faut gérer le plus finement possible le nombre des inscrits. Or, la difficulté est que les inscriptions à l'université, ce n'est pas une science exacte. On accepte certaines personnes qui ne viendront pas, de même qu'on rejette certaines inscriptions qui auraient peut-être donné d'excellents étudiants. Et par conséquent, cette question de la capacité d'accueil, elle est douloureuse. Elle est vraiment douloureuse. Je le dis parce que moi, j'ai vu beaucoup de parents, beaucoup de bacheliers qui sont venus se lamenter, parfois davantage, à la porte de mon bureau pour dire « Voilà, je suis très motivé, j'ai tout fait pour m'inscrire, je ne peux pas m'inscrire. » Mais nous ne pouvons pas, parce c'est comme dans cette salle, on serait 200 dans cette salle, ça ne tiendrait pas et je pense que la préfecture de police débarquerait. C'est exactement pareil dans une université. C'est exactement pareil. Alors, est-ce qu'un des problèmes ne vient pas de ces filières bac pro et bac technique qui, en fait, n'arrivant pas, au fond, à s'inscrire en IUT, n'arrivant pas à s'inscrire en filière professionnalisante, envahissent l'université, je dirais, parce qu'ils n'ont pas autre chose à se mettre sous la dent comme type de formation. Oui. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas une question faut-il continuer à accepter forcément les bacs pro et tels quels et les bacs technologiques? Moi, je pense qu'il y a des confusions. En sociologie, on voit arriver des bacheliers techniques qui pensaient faire du tourisme ou se former au travail social en faisant de la sociologie, qui n'avaient aucune idée de ce que c'est la science sociale, déjà. Donc, une confusion totale sur ce qu'on va faire, ce qui veut dire ces étudiants et étudiantes n'avaient même pas lu notre maquette. Première couche du problème. En même temps, je me suis heurtée le premier mois, en première année, plusieurs fois avec des étudiants à qui je demandais en aparté: avez-vous eu des enseignants qui, au cours de votre formation, vous ont évoqué la difficulté à écrire? Est-ce que vous n'auriez pas entendu parler d'une forme de dyslexie, par exemple? Aucun d'entre eux avait entendu parler de ce problème, parce qu'évidemment, c'est un symptôme de la classe moyenne et qu'ailleurs, ce n'est pas détecté. Mais enfin, le savoir, ça les a quand même aidés à se sentir légitimes. Et certains posaient des questions incroyables, très, très intelligentes, très fines, mais n'étaient pas en mesure d'écrire. Donc, il faut quand même se donner les moyens pour reconnaître à la fois des personnes qui n'ont pas été détectées, qui ont eu des difficultés, mais qui ont une grande intelligence, une grande volonté de travailler. Et sélectionner avec ces critères actuels empêche, avec l'idée que tout est joué d'avance, de les saisir et de les faire avancer s'ils le veulent. Marie-Christine. Mais là, on en a parlé juste au début, mais c'est la sélection à l'entrée par l'examen final des études secondaires qui est en jeu. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce baccalauréat dont les résultats grandissent d'année en année, à part cette année, je crois, il a on peut se poser la question de savoir si le responsable de la situation que nous connaissons n'est pas Jean-Pierre Chevènement, qui a dit 80% d'une génération admis au bac. Merci. Il y a de la pression qui est comme la capacité à lire à la fin du CP. Il y a une pression politique qui est liée, parce que c'est pris comme le parangon de la démocratisation. D'autant plus d'élèves savent lire à la fin du CP et plus de démocratie scolaire il existe. Oui, c'est ça la représentation. C'est bidon. Voilà, mais sauf que c'est construit comme les chiffres du chômage, voilà, et que c'est pas tout à fait objectif et que ça correspond pas à une donnée réelle. Voilà, donc il y a un souci, effectivement un souci, mais il n'empêche que ce souci-là ne doit pas remettre en question la nécessité de travailler de l'intérieur du système scolaire pour faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité et plus d'accès au savoir. Et plus envie du savoir aussi, parce que c'est l'envie qui est tuée en fait dans ce système, puisque la concurrence est trop forte pour que l'envie d'apprendre gagne. Paul Cassia. La démocratisation du baccalauréat a une conséquence qui est la dévalorisation des premiers diplômes universitaires. C'est-à-dire qu'avant, il y a quelques dizaines d'années, avoir un DUG, avoir une licence, c'était déjà quelque chose.
Aujourd'hui, les étudiants ont désormais parfois 2 Master 2. C'est devenu presque la norme d'avoir 2 Master 2. Master 2, c'est donc 5e et 6e année. 2 diplômes de 5e année. De 4e et 5e année. Ouais. 2 fois 5e année. Par conséquent, voilà, cette ouverture qu'a constitué le fait que le bac soit obtenu par tous, mais a des répercussions sur la sortie des étudiants de l'université. Il fait qu'avec par une licence en droit, on n'est pas suffisamment outillé pour aller sur le marché du travail. Alors, Pierre Bourdieu, quand il parlait de l'université, disait souvent qu'il y avait une culture de la précocité. C'est-à-dire qu'on contraignait les gens, et c'est un petit peu l'impression qu'on a quand on regarde ce qui s'est passé avec le mode de sélection pour entrer en première année aujourd'hui, beaucoup trop précocement, en leur donnant, en leur imposant le fait de choisir leur discipline très tôt. Vous êtes d'accord avec ça ? Ça, c'est une question qui est très très difficile. Je crois qu'on doit tous avoir un droit à l'erreur. Et moi-même, j'ai commencé mes études en histoire. Je me suis trompé. J'ai fait une hippocane, je me suis trompé. Et j'ai découvert le droit par hasard. Je n'étais pas du tout programmé pour faire le droit. Donc moi, je trouve important de reconnaître qu'on peut, à 18, 19 ans, se tromper d'orientation, mais ne pas perdre cette année. Parce que moi, avoir fait ces formations que je n'ai pas suivies m'a été utile. Et c'est précisément ce que doit permettre la réorientation qu'il faut, à mon avis, développer. Un étudiant qui a déjà eu son bac, qui a choisi une filière qui ne lui convient pas, doit pouvoir se réorienter ensuite dans une filière à laquelle il a un peu plus réfléchi, qui lui paraît mieux convenir. Et c'est vrai que grâce à l'Europe, la capitalisation des crédits, le fait que lorsqu'on a validé une matière, elle soit validée à vie, peut permettre une réorientation. Par exemple, si j'ai obtenu, je ne sais pas, la matière de droit constitutionnel en L1, mais que finalement je veux faire de l'histoire et qu'il y a du droit constitutionnel aussi en histoire, eh bien j'ai déjà validé cette matière, ça pourra me servir. Je crois important de reconnaître comme ça un droit à l'échec à un étudiant en première ou en deuxième première année. Ou d'installer cette année tampon, vous avez parlé de l'hippocane, ça peut être une autre année, mais qu'on dise c'est normal, pendant un an, les études secondaires c'est une chose, les études supérieures c'en est une autre, et bien il y a une année où on peut expérimenter un trimestre, En fait, cette année d'expérimentation, aujourd'hui, elle est seulement pour les milliers d'étudiants qui n'ont pas été orientés par l'algorithme. Ceux qui n'ont pas été orientés par l'algorithme, alors on les envoie vers une année de préparation. Mais ils sont un tout petit nombre, et c'est le tout petit nombre de ceux qui ont échoué en face de l'algorithme. Sauf que j'en connais beaucoup qui n'en bénéficient pas et qui font juste du babysitting en attendant de trouver une solution. Hein. Donc le marché du babysitting se porte bien, mais en attendant, quel futur ? Et je pense que l'autre volet qu'on n'a pas encore abordé, c'est aussi l'engagement des enseignants-chercheurs vis-à-vis des étudiants réorientés et puis vis-à-vis des étudiants qui relèvent du droit commun ou de ceux qui seraient des bacheliers techniques, c'est-à-dire que, en tout cas, dans mon expérience, hein, que ce soit dans les universités où j'ai enseigné pendant ma thèse ou après, il n'y a pas assez d'enseignants-chercheurs expérimentés pour enseigner dans les premières années. Alors, je ne veux pas dire qu'un maître de conférence serait forcément pas bon pour enseigner en première année, qu'il n'y aurait que des professeurs universitaires qui devraient le faire. Mais disons qu'il y a un déséquilibre beaucoup trop important. Et en amont, personne ne nous a formés à enseigner. Donc personnellement, c'est un psychanalyste italien qui écrit un ouvrage magnifique qui n'est pas traduit en français, qui s'appelle L'heure de leçon, et puis une psychanalyste française qui fait bien la distinction entre savoir, apprendre et enseigner, qui m'ont aidé à me positionner. Voilà, mais si je n'avais pas eu une mère institutrice et que je n'avais pas, disons, partagé le savoir de ces deux auteurs, je pense que j'aurais beaucoup plus de difficultés de ce que j'en rencontre au quotidien, puisque enseigner n'est pas facile. Hein. Oui, parce qu'il faut dire quand même que les premières années, en fait, sont souvent prises en charge par les maîtres de conférences, oui. Et les professeurs se réservent les élèves les plus capés, les plus compétents, qui sont en 5e, en 4e, 5e année, ou même qui vont faire ensuite des thèses, etc. C'est ces étudiants-là qui sont chers à leur cœur, et eux qui sont profs tout en haut du système, ils ne vont pas vers les premières années. C'est rare. Alors d'où le problème, parce que aller vers les premières années, est-ce que ce n'est pas finalement poser la question à la fois de la culture de ces premières années, et en même temps de leur future professionnalisation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, au fond, suivre les deux objectifs ? Et puis c'est très important d'avoir un très bon professeur parce que c'est ça qui
qui donne à la Ben oui, fois qui va vous motiver. l'envie et puis la connaissance de la matière, la connaissance réelle de la matière. Ça peut changer une vie. Simona Tersini, qu'est-ce que vous en pensez? Un bon professeur, ça peut changer une vie. Ça peut changer une vie, tout simplement. Même à la fac? Même à la fac, bien sûr. Même à la fac. Même à la fac. Mais moi, je connais des personnes, mais même en Italie, qui avaient l'équivalent d'un bac technique et qui sont aujourd'hui chercheurs au CNRS italien. Et le CNRS italien est une structure qui, depuis 20 ans, est réduite à des financements qui sont proches de zéro. Et donc, il est encore plus sélectif que le CNRS français. Et pourtant, avec leur bac technique, avec une bonne université et des bonnes rencontres, ont su faire fructifier leur envie d'apprendre. Vous venez de nous dire que l'université peut quand même servir à quelque chose. Oui, et Merci. que j'en ai des preuves dans ma vie. Alors, je vous conseille ce livre de Paul Cassia, Sélectionné à l'entrée de l'université, oui, mais comment? C'est publié par la LGDJ et donc une marque de l'Extinso. Merci à tous les deux. Merci. L'université peut-elle accepter tous les bacheliers? Sur le grill, deuxième partie, nous avons face à face Christine Paulin. Bonsoir. Vous êtes doyen de la faculté des sciences de Paris-Sud et vous êtes professeur d'informatique. En face de vous, François Vatin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sociologie à Paris-Nanterre. Vous avez publié avec Olivier Beau, Pierre Ancrenaz, Marcel Gauchet et Alain Caillé un livre qui est consacré à l'université, qui s'appelle « Refonder l'université » aux éditions de la Découverte. Vous avez aussi publié « L'Espérance Monde », un essai sur l'idée de progrès à l'heure de la mondialisation. C'était chez Albin Michel. Et puis un traité de sociologie du travail. Je vais commencer par vous, François Vatin, sur une question importante. C'est que si on compte ce que vous dites en général, classe prépa, BTS, qui relève de l'enseignement secondaire, on peut dire qu'après le bac chaud, au fond, une grande partie des étudiants part dans des filières qui ne sont pas l'université, et qu'en fait, l'université, qui est prétendument susceptible d'accueillir tous les bacheliers, n'accueille pas tous les bacheliers, puisque une grande partie des bacheliers va vers ces lieux, enseignement privé, BTS et grandes écoles, préparation aux grandes écoles, et écoles de tout genre, écoles privées de tout genre. Alors, la question, c'est que ce sont les meilleurs qui partent vers ces directions en général, et que donc l'université est amenée à gérer des étudiants qui ne sont pas forcément les meilleurs de leur génération. Oui, bah ça c'est clair, mais il faut bien avoir en tête les chiffres. Hein. C'est-à-dire que j'ai vu donc le dernier chiffre disponible pour 2016, hein, les licences universitaires hors IUT accueillent 33% des lycéens. En première année. C'est-à-dire donc à peine finalement un tiers du public lycéen en poursuite d'études se dirige vers l'université. Et puis on a effectivement une logique qui est en gros, on dit des choses un peu brutalement, les classes préparatoires font leur marché dans le baccalauréat général, les IUT dans le baccalauréat technologique, les BTS dans le baccalauréat professionnel, et puis ensuite on a un phénomène de ruissellement, si je peux dire, et au bout du compte, effectivement, quel que soit le baccalauréat, on peut le regarder par rapport à la mention, quel que soit le baccalauréat, on s'inscrit d'autant plus à l'université qu'on l'a eu avec plus de difficultés. Alors, je mets de côté par rapport à ça la PACES, qui est en gros une espèce de classe préparatoire pour le concours de deuxième année de médecine, et jusqu'à un certain point, le droit qui continue à accueillir un public véritablement désireux, puisque les juristes ont conservé le monopole des facultés de droit pour la préparation aux formations juridiques. Mais pour le reste, effectivement, globalement, on s'inscrit à l'université par défaut. On s'inscrit à l'université par défaut. Alors ça signifie que le président Macron n'a pas eu raison de dire « nous ferons en sorte que l'on arrête de faire croire à tout le monde que l'université est la solution pour tout le monde ». Il avait dit ça, parce que c'est déjà le cas. Christine Paulin. Alors, c'est vrai que moi je viens d'une faculté des sciences dans laquelle on a la chance d'avoir la capacité d'accueil, d'avoir la capacité d'accueil pour l'ensemble des étudiants qui le demandent à peu près. Il n'y a que dans les filières de biologie où c'est un petit peu en tension par rapport à nos capacités d'accueil. Mais c'est vrai aussi que on les accueille en première année, mais qu'on est face quand même à
beaucoup d'abandon, de défaillance, et puis un taux de réussite qui n'est pas satisfaisant pour les enseignants. Donc effectivement, le fait de dire oui à l'entrée et puis ensuite de faire le mieux possible au niveau des enseignements, mais de ne pas amener l'ensemble des étudiants à la réussite de leur première année, c'est quelque chose qui pose question. François Watin. Oui, mais pourquoi il me semble que la formule d'Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, était pertinente. Le véritable enjeu pour l'université française, c'est de faire revenir le public qui l'a quitté. Parce qu'un des effets de ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que, en gros, depuis le début des années 2000, le nombre de places dans l'enseignement supérieur sélectif public n'augmente plus. Le nombre de places en IUT, en BTS, on a légèrement augmenté l'année dernière, mais globalement, ça n'augmente plus. Et donc, la conséquence de ça, ça a été une expansion considérable de l'enseignement supérieur privé, qui accueille aujourd'hui 20% des étudiants en France, ce qui est considérable. Mais vous me semblez faire l'impasse sur une question importante. Elle vient de dire qu'il y a tension en biologie chez elle. J'ajouterais qu'il y a tension en droit, il y a tension en médecine, il y a tension en psychologie, il y a tension dans les STAPS. Les STAPS, ça veut dire l'enseignement, l'éducation physique. Ça signifie qu'il y a des branches entières de l'université aujourd'hui qui ont trop de monde. Il y a des tensions locales. À local seulement. Il y a des tensions locales. Moi, je fais partie du comité de suivi de la loi ORE, où on a commencé à examiner effectivement ces questions-là. C'est d'ailleurs pour ça, de façon un petit peu illusoire d'ailleurs, qu'avaient été mis en place des dispositifs d'aide à la mobilité les fonds ne sont pas dépensés, parce qu'on a beaucoup de mal à faire bouger les étudiants aujourd'hui, mais qui montrent que globalement, ce n'est pas une insuffisance de l'offre, y compris dans des secteurs comme le droit ou les STAPS. Il y a des tensions locales, il n'y a pas de tension globale nationale. Je veux dire, effectivement, il y a assez de place dans l'université en France aujourd'hui pour tout le monde. Mais il semble que ça n'a pas été le cas avec Parcoursup, puisqu'un très grand nombre d'étudiants qui avaient demandé le droit, qui avaient demandé les psychologies, qui avaient demandé les STAPS, ont été refusés. Non. Si. Je vous demande pardon. Les statistiques sont là, oui. Elles ont été données d'ailleurs par le journal Le Monde hier soir. Oui. C'est qu'il y a effectivement un grand nombre d'étudiants qui ont demandé ces branches, qui sont en tension dans l'université, et qui n'ont pas pu les obtenir. Écoutez, à ma connaissance, il n'y a pas globalement un déficit important là-dessus. De toute façon, par définition, le dispositif Parcoursup n'autorisait pas, à la différence de ce qu'il pouvait y avoir auparavant, des affectations autoritaires. C'est-à-dire que les places que les étudiants ont obtenues correspondent aux vœux, effectivement, qu'ils ont formulés. Non, mais les vœux étaient pluriels. Vous savez bien que les vœux étaient pluriels. Nous sommes d'accord, les vœux étaient pluriels. Mais globalement, je vous le dis, on n'est pas dans une situation, même en droit, où on serait globalement en manque de place dans l'université française. Christine Paulin, on va prendre une seule question, c'est la biologie pour les universités scientifiques. Dans votre université, combien y a-t-il d'étudiants que vous n'avez pas pu accepter en biologie? Assez peu. Il en restait, je pense, 30 ou 40 sur près de 2000 initialement, de 2000 demandes. Donc vous n'avez pas pu accepter. Et ils ont été faire quoi? Alors, ils sont pris en charge au niveau des rectorats s'ils n'ont vraiment eu aucune réponse positive. Il y a des équipes d'orientation qui ont étudié leur dossier, qui ont dialogué avec eux pour leur faire des propositions, et en particulier, effectivement, des propositions en mobilité, donc qu'ils sont prêts ou pas à accepter, mais qui peuvent leur donner des Il faut bien débouchés. comprendre que la mobilité, ça suppose aussi de trouver un logement dans un endroit où, a priori, on n'a pas forcément de logement lorsqu'on est jeune. Oui, non, ce qui me gêne dans la façon dont vous présentez le problème, c'est que l'essentiel des demandes, nous le savons, va vers les filières sélectives, vers les IUT, vers les BTS, et là, personne ne s'étonne, ne s'inquiète que tout le monde ne puisse pas y trouver une place. D'accord ? Et on est quand même dans une configuration assez étrange, et là, de ce point de vue, je suis d'accord absolument avec ce que disait Paul Cassia tout à l'heure, on est dans une configuration assez étrange dans ce pays, où tout d'un coup, quand la question est posée pour l'université, ça devient un scandale, alors que, partout ailleurs, ça apparaît comme normal. Je vous rappelle quand même le chiffre essentiel de Parcoursup. Il y a eu à peu près, donc, les candidats ont fait en moyenne 7,7 vœux, et donc il y a eu à peu près 6,5 millions de vœux qui ont été présentés. Là-dessus, vous avez eu
68% de vœux vers les filières sélectives, contre à peine 32% vers les filières universitaires, encore une fois, la PACES comprise, qui est de fait une filière sélective. Si je rapporte le nombre de vœux au nombre de places offertes, j'en ai 13,4 pour les filières sélectives, 5,5 pour les filières non sélectives, c'est-à-dire moins que le nombre de vœux moyens exprimés par étudiant. Donc, le cœur du problème, il est là. Le cœur du problème, il est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, considérer que le problème de l'université, c'est qu'elle croulerait sous les étudiants, c'est pas la question. Le problème est exactement l'inverse. Dans de nombreuses filières, effectivement, il y en a certaines qui sont dites en tension, mais dans de nombreuses filières, c'est exactement l'inverse. On cherche des étudiants. On cherche des étudiants. On cherche des étudiants. Et c'est tellement vrai qu'on s'est étonné ces derniers temps des problèmes posés pour les concours de recrutement du secondaire, où il n'y a pas assez de candidats. Il n'y a pas assez de candidats. On dit que c'est un manque d'attractivité de ces professions, ce qui est en partie vrai. Mais c'est aussi tout simplement qu'il n'y a plus la population de base dans les universités pour se présenter à ce type de concours. Alors justement, Christine Paulin, en sciences, 11% des bacheliers scientifiques ont été en licence en 2000 contre 24% en 1996. Ce qui signifie que les bacheliers scientifiques, il y en avait au moins un quart qui allait vers les licences de sciences, et aujourd'hui, c'est la moitié de ce qu'il y avait en 96 qui va vers les licences de sciences. Alors, c'est le cas. Vous cherchez votre public ? Les classes, alors, on cherche notre public, on remplit nos capacités d'accueil. Ah bon, vous remplissez. Ils remplissent. On remplit par défaut. On remplit, voilà, on remplit effectivement pas forcément avec les mentions très bien au bac. Bon, après, l'université, c'est pas que la première année, donc d'une part, on a des accords avec les classes préparatoires. On voit réarriver là en ce moment des étudiants un peu déçus par le système classe prépa, un peu trop formaté, qui se disent « Oups, je serais peut-être plutôt mieux à l'université ». Donc, ce n'est pas du tout le même type de pédagogie, ce n'est pas du tout le même type de programme. Et il faut qu'on puisse offrir cette diversité. On met en place dans les universités beaucoup de systèmes de double licence, justement, de manière à pouvoir réafficher des filières sélectives, puisque dans le système français, il faut être sélectif pour être attractif. C'est une équation un peu étrange. Et donc nos filières, voilà. Donc on essaye de couvrir le spectre entre des doubles licences qui demandent un niveau de plus exigeant, plus de travail et qui vont permettre de réattirer vers l'université ce public qui sinon va à l'étranger. Monsieur Latin, essayons de comprendre pourquoi l'université, en général, j'enlève les branches en tension, sociologie, etc., sciences humaines, n'attire pas les étudiants. Est-ce que c'est pas parce que, à la différence des prépas où on est encadré, alors qu'on est relativement jeune, on a 17-18 ans, on est encadré en prépa, on est encadré en BTS, et là, en université, on est laissé complètement à soi-même, sans cadre, sans savoir comment travailler, et qu'au fond, cette université entièrement libre pour les étudiants, ça ne convient pas à la majorité d'entre eux qui ont encore besoin d'un cadre de travail pour essayer de se familiariser avec la culture et la connaissance. Je crois que vos représentations-là, elles sont un peu datées. Bon. On l'avait vu tout à l'heure. Mettez-les à jour. Quand vous vous étonniez que, effectivement, les TD n'étaient pas à 50-60. C'est dans les grandes prépas parisiennes que, effectivement, vous avez des classes à 50-60. Et ça n'empêche pas les gens de vouloir y entrer. Le problème à l'université, ce n'est pas aujourd'hui les conditions de travail. Ma collègue l'a très bien dit. Vous avez un phénomène qui est tout bête, qui est que la sélection produit l'attractivité. Il y a un grand sociologue français qui s'appelait Raymond Boudon, qui avait écrit au début, à la fin des années 60, au moment de la création des IUT, un texte où il annonçait l'échec des filières universitaires courtes. Un grand sociologue. Et pourtant, il s'était complètement trompé. Pourquoi les IUT ont-elles fonctionné ? Eh bien parce qu'effectivement, on a introduit la sélection à l'entrée dans les IUT et pas à l'époque dans les DUG, et ça a eu un effet de cliquet immédiat. Or, ce qu'il faut bien comprendre, notamment quand vous regardez globalement la situation actuelle, parce qu'on évoquait tout à l'heure l'idée du droit. Le droit, c'est un droit à l'entrée à l'université, plus qu'un droit à poursuivre des études supérieures. Pourquoi ? Eh bien parce que vous avez un cadre juridique qui remonte à la Révolution, qui est le statut du baccalauréat, qui est délivré par l'université. Le baccalauréat est le premier
diplôme d'études supérieures. Et donc, tout titulaire d'un baccalauréat a donc le droit de s'inscrire à l'université. Mais beaucoup de filières qui aujourd'hui sélectionnent, ce sont, avec des classes prépa pour y rentrer, ce sont des cursus où il n'y avait pas besoin du baccalauréat pour y rentrer initialement. Dans les écoles de commerce au XIXe siècle, on n'exigeait pas le baccalauréat. On a continué à rentrer au cours du XXe siècle dans les écoles d'art, dans les écoles du travail social, etc., sans baccalauréat. Or, ces secteurs-là, qui, a priori, n'exigeaient pas le niveau de formation générale qui était supposé celui de l'université, eh bien, effectivement, ont eu une capacité à construire librement leurs normes d'entrée, leurs concours d'entrée, et à arriver à attirer le public qui ne venait plus à l'université. Et donc, pour moi, il y a véritablement un enjeu pour la société française, qui est de sauver son université en faisant y revenir le public qui l'a quitté. Et pour ce faire, organiser la sélection. C'est pas tout. Non, mais j'essaye de traduire vos propos. Tout à fait. Non, mais c'est pas tout. Mais il est certain qu'on ne peut pas continuer à se battre à armes inégales. Oui. C'est-à-dire qu'on est en permanence en train de reprocher à l'université deux choses à la fois, en disant, d'une part, c'est nul. Écoutez les conversations un peu partout dans les cafés. C'est nul puisque tout le monde a le droit d'y rentrer. Et ensuite, la preuve que c'est nul, regardez votre taux d'échec. Donc, on demande aux universités d'arriver à résoudre, je veux dire, quelque chose qui est absolument insoluble, c'est-à-dire de monter au plus haut niveau le public qui aura été sélectionné de façon négative en prenant ceux qui n'ont pas trouvé de place ailleurs. Je crois qu'on mélange effectivement la question d'un accès très ouvert à l'enseignement supérieur et un accès qui devrait ne pas être juste en formation initiale, parce que je pense que l'un des endroits où on pêche énormément à une université et dans la société française, c'est cette intégration qu'on peut se former tout au long de sa vie et que ce n'est pas forcément un parcours linéaire qui doit être privilégié, qu'on pourrait... et ça doit être à la fois un effort des universités de fournir ce type de formation et d'accès à l'enseignement supérieur, et d'autre part une intégration dans la société, dans les rythmes qui sont bien meilleurs dans d'autres pays que les nôtres, qu'on peut faire une thèse à 60 ans. Moi, j'étais en Suède, et à la cérémonie de remise des thèses en Suède, il y avait un certain nombre de personnes qui avaient un certain nombre d'années, chose qu'on ne voit pas dans nos écoles doctorales actuellement. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très important pour la société. Et après, effectivement, ne pas isoler, ne pas mettre tout sur le dos de l'université. L'université, elle est dans un paysage global d'enseignement supérieur et de recherche. Elle a elle a des spécificités. C'est des établissements d'enseignement et de recherche, donc avec un public d'enseignants-chercheurs, donc avec cette idée que les licences, c'est des choses qui sont des formations qui sont adossées à la recherche, et c'est pour ça qu'elles sont, qu'il y a on est avec un statut d'enseignant-chercheur à l'université, ce qui n'est pas le cas en classe prépa, ce qui n'est pas le cas en BTS, qui est le cas dans les IUT aussi. Mais donc que les choses doivent se voir globalement et que le type de formation, justement avec cette spécificité, il ne répond pas forcément à l'ensemble des besoins. Alors après, il ne faut pas non plus caricaturer l'université, que c'est juste des savoirs abstraits. Je pense que l'université, elle s'est beaucoup transformée ces dernières années, justement face à son public, pour offrir, construire des licences professionnelles, construire un certain nombre de cursus, beaucoup de formations en apprentissage aussi, qui fonctionnent très bien. Oui, ça fonctionne très bien, mais 96% des bacheliers pro et 96% des bacheliers techniques sont sans licence lorsqu'ils vont à l'université. N'obtiennent pas la licence. Oui, c'est 87% pour les... 96, c'est 87, c'est le taux de réussite actuellement pour les bacheliers pro, c'est 5,6, quelque chose comme ça. Pour les bacheliers techniques, c'est 13, en fait, qui est une moyenne entre deux publics qui sont complètement différents, qui sont d'une part les vraies techniques, si je peux dire, et puis les techniques tertiaires. Parce qu'elle parle d'une université professionnalisante. L'université professionnalisante est incapable de prendre les bacheliers pro et les bacheliers
techniques pour les professionnaliser. Mais après, on peut poser la question de est-ce que, par exemple, les licences professionnelles, elles accueillent beaucoup d'étudiants de BTS, donc il y a d'autres voies. Ensuite, on est, je pense, beaucoup d'universités à offrir des années passerelles. Donc il faut envisager des passerelles. Nous, ça fait des années qu'on a une prépa au cursus scientifique année 0 qui est ouverte à des titulaires de bac non-S ou à des bacs et donc qui leur donne leur donne le plus possible d'éléments qui vont de prérequis qui vont leur permettre de réussir après dans une année de licence. Après, c'est pas tellement les bacs. Moi, je suis dans une université où il n'y a pas tellement effectivement de bac techno et de bac pro, mais par contre, on a beaucoup de bacs scientifiques avec des étudiants qui n'ont pas la moyenne en maths et en physique. Ils vont faire des études de maths et de physique, mais en terminale ou au bac, ils n'avaient pas la moyenne dans ces matières. Et c'est ce public-là qui est un petit peu plus ça, c'est ce que disait Vatin tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont été refusés en prépa qui viennent chez vous. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une bonne partie de ce public que vous évoquez, non seulement n'a pas les capacités, les prérequis pour mener des études universitaires, mais en général n'en a pas le désir. Oui. Il y avait eu un article quand même, c'était un petit moment d'ethnographie, alors je ne dis pas que c'est représentatif, mais enfin c'était quand même assez douloureux. Dans Le Monde, examen de sociologie en première année à Perpignan. Vous n'avez pas lu ça ? Examen de sociologie en première année à Perpignan. 300 étudiants dans l'amphi, on en met d'emblée 150 d'un côté et 150 de l'autre pour permettre aux 150 qui sont venus simplement pour signer le registre et qui veulent partir dans les 10 minutes, de partir sans trop perturber ceux qui ont l'intention de composer. Est-ce que vous croyez que dans ce type de conditions, les conditions de travail pour les 150 autres également sont satisfaisantes? Voilà. Donc, je reviens à la formule du président Macron tout à l'heure. Moi, je pense que c'était effectivement tout à fait pertinent. J'avais fait une tribune dans Le Monde avec Olivier Beau à partir de cette formule. C'est pas la solution pour tout le monde, donc il faut trouver une autre solution. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un vrai problème en France de politique de la jeunesse, dont le précédent gouvernement ne s'est pas vraiment saisi, même si c'était au cœur de la campagne électorale de ses objectifs, et dont l'actuel gouvernement peine à saisir. Pourquoi on ne s'en saisit pas? Parce que précisément, on pense que l'université règle le problème. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle au ministère de la Jeunesse et des Sports au début des années 80. À l'époque, le slogan, c'était « Plus un jeune sorti de l'école au niveau 6-5 bis », c'est-à-dire au niveau avant le CAP. On considérait que dès lors qu'ils avaient le CAP, c'était réglé. C'est pour ça qu'on a mis en place les missions locales à l'époque. Cette époque-là, vous savez, 82, pour gérer ce problème-là. À l'époque, personne n'imaginait que le problème d'insertion sociale et professionnelle, c'était celui des bacheliers. Dès lors qu'on a eu effectivement cette politique d'extension d'enseignement secondaire pour arriver à donner 80% d'une classe d'âge de baccalauréat, le problème se pose à ce niveau-là. Donc on a un vrai problème d'insertion. Mais toute la difficulté, c'est qu'on a fait comme si l'université était l'instrument pour résoudre le problème. Elle n'en a ni les capacités, ni la vocation. Monsieur Vatin, la question qui se pose est la suivante. La description que vous faites, si on la considère comme juste, et c'est mon cas, c'est-à-dire en fait que l'université s'adresse à 35% d'une classe d'âge, et pas forcément ceux qui sont les plus cortiqués, ou ceux qui ont les meilleurs résultats, mais 35% qui ont plutôt des résultats moyens ou faibles. C'est pas 35% d'une classe d'âge, c'est... Non, 35% des bacheliers. Des bacheliers, oui, des bacheliers qui poursuivent des études. Oui, sachant que la majorité des bacheliers professionnels ne poursuivent pas des études. Alors, est-ce que l'université ne pourrait pas s'adapter à ces 35%-là? Est-ce qu'elle ne pourrait pas avoir pour objectif de les former, de leur donner une culture et éventuellement de leur donner une profession? Madame Paulin vient de me dire que non, sur la profession, non, ça ne réussit pas très bien, on ne sait pas très bien le faire, ça existe, mais finalement, on ne sait pas très bien le faire. Et sur la culture générale, ça n'existe pas non plus très bien, puisqu'on a énormément d'échecs au bout de première année ou de deuxième année. Mais c'est très clair, hein, mon analyse est très clairement dans ce sens-là. Il y a deux solutions aujourd'hui. Soit on fait revenir vers l'université le public qu'il a quitté, soit on adapte l'université à son public. Adapter l'université à son public, eh bien, comme l'a très clairement dit madame, ça veut dire renoncer à ce qu'est l'université, c'est-à-dire un enseignement assis sur la recherche,
car c'est la fonction, avec du personnel qui est Il y a une recruté. tension chez l'enseignant entre la recherche où on lui demande d'être très performant et la pédagogie où il enseigne à des gens qui ne sont pas très forts. C'est pas uniquement une tension. Non. Moi, j'ai un jeune collègue qui m'a dit un jour, on fait 2 métiers. Oui. De dire on fait 2 métiers, c'est déjà avoir renoncé. Moi, je ne suis pas rentré à l'université pour faire 2 métiers. Depuis la première année, l'idée, c'est que mon travail intellectuel, il insuffle mon enseignement. Mais ça, je ne peux pas faire ça avec un public qui n'est pas capable d'écrire une page en français. C'est un autre métier. Donc, si on dit l'université doit s'adapter à son public, pourquoi pas? On continuera à appeler ça l'université, mais je dis il faut absolument changer le corps professionnel. Il faut recruter des pédagogues, des travailleurs sociaux, des gens qui s'occupent de la relation avec les entreprises, etc. C'est une autre institution. La contrepartie de ça, c'est que l'université, parce qu'une grande nation développée a quand même besoin d'un lieu de formation intellectuelle, vous en êtes d'accord? L'université, elle va se développer ailleurs. Où est-ce qu'elle se développe ailleurs? Dans les grandes écoles. Dans les grandes écoles qui, pour le moment, là, on en a fait la critique tout à l'heure, qui, pour le moment, sont effectivement très déficientes intellectuellement, puisque, effectivement, dès lors que vous avez passé le concours d'entrée, après, c'est pour l'essentiel du réseautage pour savoir comment on va se placer, qui n'ont pas les corps d'enseignants-chercheurs qui sont requis pour ça. Enfin, on a complètement mis le système à l'envers, et surtout, dans une logique qui est une logique de privatisation croissante. Donc, si vous voulez, mon intention, la position que je défends, c'est comment arriver à conserver une université publique en France. Alors c'est ce qu'on essaye de faire à Paris-Saclay, dans la construction on essaye de résoudre cette double équation en ayant à la fois des licences qui ramèneraient ce public qui a les bons atouts et les bons outils pour arriver à réussir rapidement dans le cursus universitaire, et puis aussi des structures plus spécifiques où effectivement l'accompagnement il doit se concevoir différemment de ce qu'on fait à l'université à l'heure actuelle. Donc vous ne choisissez pas entre les deux formules? Donc on ne choisit pas entre les deux formules parce que je pense qu'une des choses bien que fait l'université, justement parce qu'elle est très englobante, c'est quand même de permettre des passerelles, de permettre de bouger, ce qui n'est pas le cas de certaines autres formations qui sont en tuyau. Donc le fait mais il faut des moyens aussi pour le faire. Donc le fait effectivement d'essayer de se positionner sur les deux, ça demande des moyens, mais c'est aussi une chance d'éviter de mettre nos jeunes dans des tuyaux et de pouvoir construire ce qu'il faut de passage de l'un à l'autre. Alors que vous, M. Watin, si j'ai bien compris, vous souhaitez qu'on revienne à une université qui puisse s'adresser aux meilleurs éléments. Et donc que l'université puisse retrouver des élèves de grandes compétences. Il y a 2 niveaux dans mon expérience. Je suis un enseignant-chercheur comme un autre, qui a beaucoup œuvré dans le même sens que madame. Moi, j'ai été directeur d'un magistère conjoint avec l'École normale supérieure de Cachan. Autour de ce magistère, j'ai réussi à drainer du public bien au-delà de cela. J'ai eu pas mal de réussites en la matière. Jusqu'à ces derniers temps, j'avais également une formation qui était conjointe avec l'École des hautes études. Et dans ces cas-là, j'arrive à tirer du public. Et puis, si je n'ai plus ce type de locomotive, je n'ai plus d'étudiants. D'accord ? Quand les questions ont commencé à apparaître sur la table il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à regarder très sérieusement les statistiques pour comprendre ce qui se jouait. Et j'ai déplacé ma réflexion de ce niveau local, où j'ai cherché pendant très longtemps, au niveau où j'étais, à ramasser la mer à la petite cuillère pour comprendre le problème structurel. Et adresser les mises en garde nécessaires à la fois à mes collègues, au pouvoir public, aux médias, pour dire regardez la trajectoire dans laquelle nous nous trouvons. Et malheureusement, ça fait donc maintenant 10 ans que je suis les choses, malheureusement, il y a 10 ans, quand j'expliquais, vous voyez, on est en train de connaître une expansion sans précédent de l'enseignement supérieur privé en France, tout le monde me riait au nez. Plus personne ne me rit au nez quand je dis ça aujourd'hui. Donc voilà, de temps en temps, Cassandre n'est pas inutile. Merci à tous les deux. Alors je rappelle que le livre de François Watin s'intitule Refonder l'université et il est publié aux éditions de la Découverte. Il date de 2010. Absolument. Merci.
L'université peut-elle accepter tous les bacheliers? Troisième partie. Nos deux grands témoins sont Marie-Jo Bellosta, bonsoir. Vous êtes maître de conférence en informatique à Paris-Dauphine. Vous êtes membre de la direction du SNESUP, c'est le syndicat des enseignants du supérieur. À côté de vous, Romuald Bodin, bonsoir. Vous êtes sociologue à l'université de Poitiers et vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « L'université n'est pas en crise » aux éditions du Croquant. Ben, ça tombe bien parce que votre prédécesseur, lui, il n'a fait que répéter que l'université était en crise. Alors donc, vous vous dites qu'elle n'est pas en crise. Alors pourtant, il y a quand même tous les facteurs d'une crise, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, dans la mesure où les meilleurs éléments, dit-il, vont en prépa ou vont vers des filières vraiment extrêmement sélectives ou dans le privé, et qu'au fond, l'université essaye de se tailler un chemin entre les meilleurs éléments qu'elle n'a pas et les éléments qu'elle refuse parce qu'elle considère qu'ils ne sont pas assez aptes à suivre des études universitaires. Vous contestez cette analyse ? Oui, alors ce qu'il faut préciser, que quand je précise que l'université n'est pas en crise, c'est justement contre ce type d'analyse. Ça ne veut pas dire que tout se passe bien à l'université, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Si je conteste ce type d'analyse, c'est parce qu'elle s'appuie finalement sur soit des analyses trop approximatives, soit des analyses complètement fausses. Alors je vais donner quelques exemples. En fait, dire cela, c'est simplement toujours dire que les étudiants n'ont plus le niveau, que les étudiants, les bons étudiants, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vont ailleurs, etc. Or, tous ces éléments sont complètement soit indémontrables, soit complètement faux. La première chose qu'on peut dire, c'est que effectivement, il y a 33% à peu près des bacheliers qui s'inscrivent à l'université, mais que la baisse est réelle, mais pas tout à fait, pas si impressionnante que cela. Et par ailleurs, il y a une diversification progressive des filières possibles d'enseignement supérieur, donc c'est relativement normal que l'université perde un petit peu d'étudiants, mais elle ne perd pas les moins bons étudiants. Beaucoup d'étudiants qui Vous voulez dire qu'elle ne perd pas les meilleurs. Elle perd les meilleurs. Elle ne perd pas les meilleurs, c'est ça. Voilà. Ah bon. L'université, en tout cas, ne perd pas que les meilleurs. Ce qu'on a souvent dit, c'est que la massification scolaire avait produit toute une série de néo-bacheliers, des néo-bacheliers aussi qui étaient plus faibles que les autres, notamment des bacs technologiques et des bacheliers professionnels, et que c'est ces étudiants-là qui vont envahir l'université, alors que les autres filières dites sélectives, et je reviendrai sur ce que ça veut dire sélectif, ça ne veut pas toujours dire ce qu'on pense, dites sélectives, recueillaient de ce fait les bons étudiants. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. L'université est très clairement positionnée dans une position intermédiaire au sein de l'enseignement supérieur. Vous avez tout en bas de la hiérarchie des filières d'enseignement supérieur, des filières sélectives, et tout en haut des filières sélectives. L'université n'est pas sélective, mais se trouve dans une position intermédiaire. Quel que soit l'indicateur que l'on prenne, que ce soit l'origine sociale des étudiants, le type de baccalauréat des étudiants ou le niveau scolaire des étudiants. C'est normal que ce ne soit pas sélectif, l'université ? Alors, Marie-Jo Bellosta. pour moi, on parle de sélectif, de sélection, mais on n'a pas encore défini depuis le début de la réunion qu'est-ce qu'on entend par sélection. Voilà. Et, la sélection, ça veut dire qu'on passe un examen ou bien qu'on examine vos résultats et qu'on fait comme pour Parcoursup. Alors, on ne vous dit pas que vous êtes sélectionné, mais en fait, on est sélectionné parce que l'algorithme fait que si vous êtes au lycée dans le 93 et si vous êtes une bachelier avec mention assez bien, vous aurez beaucoup de mal à aller dans une filière sélective à l'université. Oui, mais... C'est ça, la sélection. Non, il y a différentes sélections. D'accord. Je parle de la sélection à l'université. Hein. Non, mais il y a différentes sélections, même à l'université. Et ce qui se faisait, c'est qu'avant, il y avait déjà une sélection qui se faisait. Mais elle se faisait au niveau des lycéens qui avaient le bac et eux-mêmes sélectionnaient l'université ou la formation qu'ils souhaitaient avoir. Et ils faisaient... Tandis que dans ce qu'on entend maintenant par sélection via Parcoursup, c'est en fait l'établissement ou le rectorat qui vont sélectionner, suivant certains aspects, les différents étudiants. Donc la sélection, elle a changé un peu de côté. Et ensuite, il y a toujours eu de la sélection à l'université. Toujours. Et c'est tout à l'heure, d'ailleurs, un premier débat, il y a première rencontre, ils l'ont dit clairement. La sélection à l'université se faisait par le savoir et l'acquis de connaissances, pas forcément par l'échec. Parce qu'en université, les enseignants-chercheurs ont pour mission, et ils l'assument totalement, c'est de faire monter le niveau
avec un certain niveau de connaissance. C'est la soif d'apporter de la connaissance à leurs étudiants. Voyez, donc là, on arrive à une problématique qui est totalement différente. Attendez, il y a deux problèmes. Il y a apporter des connaissances et puis aussi avoir la possibilité d'avoir un métier. L'université, ça doit aussi déboucher quand même sur un métier, non ? Ça ne vous intéresse pas du tout, le métier que vont faire vos étudiants ? Si, mais ça vient progressivement. Une fois que les étudiants ont eu suffisamment de maturité pour arriver à définir ce qu'ils veulent. En L1, L2, hormis les... L1, L2, ça veut dire licence première année, licence deuxième année. Et licence deuxième année. Ils sortent du bac et en fait, peu savent quel métier ils veulent avoir, sauf les médecins ou des filières dites actuellement sélectives, mais qui définissent dès le début un métier. Par contre, quand on fait un DUC, première et deuxième année en mathématiques, les étudiants ne savent pas. Après, ils bifurquent et ils choisissent par exemple un métier d'informatique. Mais ça vient plus tard. Dès qu'ils sont rentrés en première et deuxième année, ils ne voulaient pas forcément faire cette filière. Donc c'est pour ça qu'on apporte des connaissances, elles sont variées, mais ça n'a pas les mêmes objectifs que les classes préparatoires qui, elles, le disent clairement. Notre objectif, c'est que vous puissiez rentrer dans les écoles d'ingénieurs. Donc on formate les étudiants pour rentrer dans les écoles d'ingénieurs. À l'université, on ne formate pas les étudiants. Marie-Christine Venner. Oui. Je suis contente, Antoine, que vous ayez posé cette question parce que j'avais la même au bout des lèvres. Et en lisant ce livre... Donc le livre de Romuald Bodin. Oui, tout à fait. Je me disais que c'est un éloge passionnant de l'université, mais qui est quand même un tout petit peu biaisé parce que vous venez de dire, d'une certaine façon, ce que dit M. Bodin, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de compensation par l'entrée à l'université du positionnement de classe, c'est-à-dire que les classes laborieuses, les classes, etc., peuvent entrer dans un établissement prestigieux qui compense leur positionnement social. Mais sans doute, c'est tout à fait prestigieux de sortir d'une université, quelle qu'elle soit, mais après, quid du métier ? Est-ce que ça n'est pas une sorte d'illusion que de faire croire à des jeunes gens qu'il suffit d'entrer à l'université pour sortir de la classe dont ils sont issus ? Est-ce que... Voilà. Romuald Bodin. C'est tout le débat, c'est-à-dire que objectivement, ce que disent les statistiques, c'est que plus le diplôme obtenu est élevé et plus les risques de chômage sont faibles, plus les possibilités d'accès à des salaires élevés sont élevées, etc. Donc, et que ce soit des filières de l'université ou des filières d'école, sélectives ou non. Et il n'y a pas... C'est pas la même prise en compte par les employeurs. Vous le savez bien. Ah non. Là, il n'y a pas de corrélation directe. Tout dépend du secteur du marché de l'emploi. C'est-à-dire que vous avez des grandes écoles. Pourquoi les grandes écoles sont autant valorisées et attirent autant d'étudiants ? Non pas parce qu'elles sont sélectives, ça n'a aucun rapport avec ça, mais parce qu'elles visent des marchés de l'emploi qui sont des micro-secteurs avec des postes, des statuts, des salaires qui sont très valorisants et valorisés. Et c'est pour ça qu'elles attirent des étudiants. Vous enlevez ce secteur du marché de l'emploi, ce qui, on a vu par exemple en informatique, comment l'état du marché en informatique fait que les masters d'informatique attirent tout à coup plein de monde et produit des diplômés qui ont des gros salaires. Et ensuite, il y a une période de stagnation, Normal Sup, on n'a etc. pas de gros salaire. Comment ? Normal Sup, on n'a pas de gros salaire. Dans le sous-champ concerné par l'école normale supérieure, si. D'abord, l'école normale supérieure est, pour un certain nombre d'étudiants, un lieu de passage vers d'autres formations qui sont plus avantageuses de ce point de vue-là. Et par ailleurs, c'est dans le champ de l'éducation nationale, c'est l'élite de l'éducation nationale. Donc après, vous pouvez considérer de votre point de vue que c'est pas des gros salaires ou c'est pas en tout cas des statuts importants. Mais l'école normale supérieure continue à produire l'élite de la recherche, l'élite de l'enseignement dans le secondaire avec les agrégés, etc. Donc dans ce sous-secteur qui est concerné par l'école normale supérieure, ça continue à produire des étudiants, des diplômés valorisés. Monsieur Bodin, vous dites vous-même que l'échec très important en premier cycle, dans les 2 premières années, l'insertion très difficile des diplômés de l'université dans l'emploi. Troisièmement, le faible niveau des étudiants nouveaux
qui arrive compte tenu du fait que le bac est pour tout le monde. Est-ce que tout ça ne caractérise pas une crise ? Non, alors, c'est ça. Bon, d'abord... Je prends l'inverse de votre livre, parce que vous dites ça. Ben non, justement, c'est pas une crise. Non, mais d'abord, il faudrait, et par rapport à tout ce qui a été dit, il faudrait quand même faire un petit peu, ma collègue vient de le faire, mais de mettre les choses à place. C'est-à-dire, quand on dit sélectif, on ne sait pas de quoi on parle. On fait comme si l'enseignement supérieur était séparé entre des filières non sélectives, donc les licences universitaires, et des filières sélectives, c'est-à-dire tout le reste. Et que les filières sélectives étaient donc très avantagées par rapport à l'université. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que d'abord, il y a plein de types de sélections. Il y en a aussi donc à l'université, mais ce sont des sélections a posteriori. C'est sur le travail produit pendant l'année. Et les sélections dont on parle, quand on dit cette filière sélective, ce sont des sélections quand on est méchant, on appelle ça des sélections par l'échec. Voilà, mais j'y reviendrai si vous voulez. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même dans les sélections a priori, il y a aussi plein de formes de sélection. Sélection sur dossier, sélection sur concours, ce qui est encore assez différent. Et une fois cela dit, il faut bien distinguer que parmi ces filières sélectives, il y a celles qui recrutent les élèves les bacheliers les plus faibles, notamment les STS, qui recrutent tous les bacheliers les plus faibles. Donc la sélection ne permet pas, a priori, de recruter les meilleurs. Pourquoi est-ce que les STS recrutent les bacheliers les plus faibles ? Parce que le marché de l'emploi qui est visé par les STS, c'est un marché de l'emploi qui est relativement aux autres marchés de l'emploi des diplômés du supérieur, plus faible. Donc, sélection ou pas sélection ne change rien. C'est le secteur du marché de l'emploi qui est visé. Et c'est ce qu'on voit quand on compare des masters. On a des masters qui ont des taux d'emploi extrêmement élevés, avec des salaires extrêmement élevés, pas parce qu'ils sont de meilleurs masters que le master de psycho qui est à côté, mais parce que c'est un marché de l'emploi particulièrement porteur. On le voit dans certains secteurs du droit. Exemple l'informatique. Voilà, dans certains secteurs de l'informatique. Voilà, mais il se peut que dans 10 ans, le secteur évolue et que ces masters-là deviennent moins attractifs, non pas parce qu'ils sont devenus sélectifs ou qu'ils ne le sont plus, ça n'a aucun rapport avec ça, simplement parce que le marché de l'emploi aura évolué. Et qu'à l'inverse, un master de psycho deviendra extrêmement attirant, ce qui sont par ailleurs déjà, mais pour un peu d'autres raisons. Mais en tout cas, un master, par exemple, de sociologie, qui sont moins attractifs sur ces critères-là qu'un master d'informatique, le deviendra soudain pour ces raisons-là. Donc en tout cas, il faut bien distinguer ça. C'est qu'en fait, le débat est biaisé d'emblée parce qu'on parle toujours de secteur non sélectif et de secteur sélectif. Mais ça n'a aucun rapport. Il y a la sélection, c'est un petit peu la coloration qu'on donne à une filière pour dire, voilà, c'est une filière valorisée et valorisante. Donc vous préféreriez caractériser les filières par l'emploi qu'elles permettent d'atteindre ? Oui. Par la nature des savoirs qui sont diffusés, oui, et par le type d'emploi auquel elles peuvent prétendre, en tout cas auquel les diplômés peuvent prétendre. Est-ce que l'université est adaptée à une préparation sérieuse à l'emploi ? Alors je sais bien qu'il y a les licences à finalité professionnelle. Tout à l'heure, on disait que ce n'était pas génial pour tout le monde et que ceux qui réussissent ces licences à finalité professionnelle sont finalement en assez petit nombre. Est-ce qu'elle est adaptée donc à une préparation professionnelle, l'université en général ? Et d'autre part, pour ceux qui ne cherchent pas une finalité professionnelle immédiate, est-ce qu'elle est à un niveau culturel et à une pratique culturelle pour les étudiants suffisante ? Alors déjà, licence professionnelle, eh bien justement, c'est les étudiants qui faisaient un IUT ou un BTS qui rentrent en dernière année pour faire une licence professionnelle. Donc pour eux, c'est continuer dans les études jusqu'à la licence pro. Donc c'est une formation courte du système universitaire. Donc c'est à nouveau un public qui est différent des personnes qui rentrent en première et deuxième année à l'université. Et là, vous êtes performant ? Je pense qu'ils trouvent bien leur... parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il n'y a pas trop d'échecs ? Je ne peux pas vous dire, je ne connais pas exactement, puisque moi je ne suis pas dans la licence. Écoutez, en tant qu'enseignante, est-ce que vous ne croyez pas que vous devriez vous intéresser à ceux qui échouent ? Mais moi, ce qui me frappe chez les universitaires, c'est qu'ils sont toujours en train de brandir leur succès, mais moi j'aimerais bien qu'un jour ils me parlent de ceux qui échouent. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Dans les filières... Et à quoi ils servent pour ceux qui échouent ? Alors, dans les filières dans lesquelles moi j'enseigne, en tout cas, il y a très très peu d'échecs, du style 100% de réussite, mais j'ose pas le dire, mais c'est vrai. Donc voilà, et s'il y a quelqu'un qui échoue, on lui donne la possibilité de se faire une année. Donc il passe ses unités d'enseignement et on lui conseille d'aller travailler en même temps de passer son unité d'enseignement et à la fin il va réussir même jusqu'à son M2. Donc on s'occupe de ces aspects-là. Donc vous êtes très bon pour les professions où il y a vraiment du débouché, quoi. Je dirais que vous êtes très bon pour finaliser. Le problème c'est l'entrée là en masse d'étudiants.
l'entrée en masse avec, comment dirais-je, à budget constant, à moyens constants. Et c'est là où ça coince. Parce qu'on ne peut pas avoir un flux sans avoir des modifications d'accueil de la structure. Monsieur Baudin, j'aimerais que vous me disiez si là où il y a tension, c'est-à-dire psycho, biologie, STAPS, c'est à peu près tout, médecine évidemment et droit, est-ce que c'est là le problème, c'est-à-dire qu'en fait, là, il y a un problème de moyens, il faudrait donner plus de moyens à ces branches-là, qui sont très demandées. Oui, ça ne fait aucun doute. Et c'est en ce sens-là que quand je dis que l'université n'est pas en crise, je vise explicitement ce discours qui consiste à dévaloriser, enfin voilà, un discours du déclin. Il y a des historiens qui ont montré comment en fait la rhétorique de la crise est une rhétorique de la réforme. Voilà, on explique que les choses sont en crise pour pouvoir les réformer et les faire, le cas échéant, aller vers la crise. Aujourd'hui, on est dans ce paradoxe d'être face à un discours qui nous annonce la crise pour finalement la produire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que dans ces filières en tension, il est devenu quasiment impossible de travailler. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, on parlait du nombre d'étudiants en TD tout à l'heure. Aujourd'hui, dans beaucoup de filières, les TD sont dans une situation tout à fait raisonnable, avec 25 étudiants, on en a parlé tout à l'heure. Mais dans beaucoup de filières, notamment les filières en tension, on n'est pas du tout à 25, on est à 40, 45, voire 50 étudiants par TD. Et là, ça devient tout à fait impossible de travailler. Et la question de l'échec, après, se pose, évidemment, en d'autres termes, puisqu'on ne peut pas travailler d'un point de vue pédagogique, on ne peut pas travailler aussi précisément qu'on le fait dans d'autres Alors, Monsieur Baudin, conditions. vous êtes sociologue, prenons vos étudiants. Je suppose que vous avez des étudiants. Oui. Comment les choses se passent? D'une part, les gens qui viennent chez vous ne visent pas un métier puisqu'ils savent qu'il n'y a aucun débouché ou très très peu de débouchés, ça marche très mal. Donc vous n'allez pas les préparer à un métier. Donc imaginons qu'ils sont là parce que véritablement ils veulent acquérir des connaissances culturelles, ce qui est hautement admirable. Bon, ils veulent acquérir ces connaissances culturelles. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et ceux qui vont échouer, je voudrais savoir quel projet professionnel vous leur faites miroiter, ceux qui échouent. Alors, d'abord, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait aucun débouché. J'ai dit que dans la hiérarchie des débouchés possibles... D'accord. Voilà, Il y a peu de débouchés. Si, il y a beaucoup de débouchés. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils vont faire? En sociologie. S'ils font de la sociologie avec M. Baudin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a beaucoup d'étudiants. Alors, je vais vous dire en plus ce que je fais, moi, parce que j'ai une spécialité par ailleurs, mais on a beaucoup d'étudiants qui sont formés à travailler, je ne sais pas moi, dans les entreprises qui font de l'expertise, qui font tout ce qui renvoie en fait à l'enquête, à la statistique. Le problème de la sociologie et de beaucoup d'autres disciplines en fait dans ce domaine-là, c'est qu'elles visent des professions qui sont assez peu visibles du fait du manque de formalisation de ces métiers. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de termes pour les définir. Ici on parle d'experts, ici on parle de chargé d'études, ici on parle de chargé de mission, ici on parle etc. Mais c'est des tâches spécifiques et des tâches qu'on apprend essentiellement à réaliser dans les sciences sociales. Et quand on sort de chez M. Baudin, on a donc une compétence pour exercer ces métiers. Voilà. Et il y a des taux alors, qui sont moins bons que dans d'autres secteurs, notamment en informatique, mais aussi d'autres, du fait du marché de l'emploi qui est plus ou moins dynamique dans ce secteur-là, mais qui existe et qui recrute un certain nombre d'étudiants de sociologie. Ah, maintenant, parlez-moi de ceux qui échouent à vos examens. Alors, qu'est-ce que vous faites pour eux et à quoi vous leur servez? Alors, d'abord, je voudrais préciser ce que ça veut dire, parce que là aussi, il y a tout un faux débat sur l'abandon et l'échec. L'abandon, vous savez, pour faire vite, on peut dire c'est 30-30-30. En première année, vous avez 30% d'étudiants qui abandonnent. On dit, je garde ce terme pour l'instant, 30% d'étudiants qui sont en échec, donc qui redoublent, ça veut dire, et 30% qui passent en deuxième année. Le gros problème, c'est les 30% d'abandon, parce que ceux qui redoublent, on y reviendra, mais c'est la manière dont on fait de la sélection à l'université. On sélectionne sur le travail réalisé au cours de l'année. C'est de la sélection par l'échec, vous disiez tout à l'heure, mais on peut se demander si ce n'est pas une sélection beaucoup plus juste que de sélectionner sur dossier ou sur des critères plus ou moins abstraits. Mais on y reviendra si vous voulez. En tout cas, sur les étudiants qui abandonnent, quand on réalise des enquêtes pour savoir exactement ce qu'ils sont devenus, on s'aperçoit que ces abandons ne sont pas des décrochages, pour utiliser un deuxième terme souvent mobilisé, mais que ce sont des étudiants qui se sont servis de cette première année pour se réorienter, pour trouver leur voie dans l'enseignement supérieur. Soit par découverte, par exemple, ce qui est le cas de beaucoup de collègues, on en parlait tout à l'heure, entre nous, on est
assez peu finalement. On va avoir nous-mêmes des parcours complètement linéaires, soit pour passer d'une filière à l'autre, parce qu'on s'inscrit en psychologie, parce que la psychologie, c'est du point de vue du secondaire quelque chose qui est clair. Contrairement à la sociologie, vous voyez, les métiers psychologues, alors que les psychologues ne forment pas que des psychologues. Mais c'est clair, ça veut dire quelque chose pour un bachelier. Donc on va en psycho. On est en psycho et on découvre la sociologie. On abandonne la psychologie et on va s'inscrire en première année de sociologie. Mais beaucoup plus clairement, par exemple, c'est le cas en biologie, c'est le cas en psychologie, c'est le cas en sociologie, dans d'autres sciences humaines, on se sert de la première année pour préparer des concours dans d'autres formations, des concours pour lesquels il n'y a pas vraiment de classe préparatoire, sinon privée, et donc beaucoup trop cher pour un certain nombre de bacheliers. Et c'est le cas notamment pour ceux qui travaillent, je m'y suis intéressé plus directement, c'est pour ça que je les évoque, pour ceux qui préparent le concours d'entrée dans les écoles du travail social. Ils viennent en psychologie, ils viennent en sociologie notamment, en biologie parfois pour préparer les écoles du paramédical, pour préparer le concours, pour parfaire un savoir, et puis parfois aussi parce qu'ils n'ont pas eu le concours, donc ils se donnent une année supplémentaire. Donc vous vous inscrivez en faux contre ce que disait Watin tout à l'heure, qui disait qu'il y avait une tension entre la recherche de très haut niveau, bien sûr à laquelle il participe et dont il est un des représentants, et la pédagogie pour des élèves moyens, sinon médiocres, qu'on lui réserve compte tenu de sa branche. Vous vous inscrivez en faux contre ça. Vous, il y a homogénéité entre la recherche et l'enseignement dans votre pratique. Je ne dirais pas qu'il y a homogénéité dans la mesure où se joue dans les premiers cycles un travail que j'ai qualifié de régulation, c'est-à-dire de redistribution des étudiants vers d'autres filières qui implique que la manière dont on travaille avec les étudiants n'est pas de même nature que celle qu'on mobilise dans les niveaux supérieurs, notamment en master. Parce qu'en master, on est face à des étudiants qui ont déjà un bagage dans la discipline et qui sont motivés pour la discipline et qui veulent travailler dans la discipline. Tandis qu'en licence, on a des étudiants qui se testent l'enseignement supérieur dans la discipline, ils vont en découvrir une autre. On a des étudiants qui se servent de la discipline pour préparer autre chose. Donc on a toute une série de choses à faire. Et là, on peut travailler l'échec. Vous nous demandiez tout à l'heure comment est-ce qu'on pense l'échec. Là, il y a quelque chose pour travailler sur l'échec, parce qu'on s'aperçoit que cet échec, qui n'en est pas vraiment un, mais qui peut le devenir si il est mal préparé par l'étudiant lui-même. C'est-à-dire si l'étudiant vient en sociologie pour préparer un concours à l'école du travail social, mais que finalement, il n'a aucune idée de ce que c'est que ce concours-là. Évidemment, il risque d'échouer, de faire une première année, une deuxième année, enfin une deuxième première année, etc., pour repasser le concours et puis d'abandonner tout court au bout d'un moment s'il n'a pas ce concours. Mais on peut travailler sur ces choses-là. Il existe des yeux de pré-professionnalisation maintenant, ça se développe beaucoup, en plus des licences professionnelles, etc., qui permettent aux étudiants de se positionner vers des futurs professionnels qui ne sont pas directement liés à une discipline. Et ce que je voulais dire aussi, c'est ce que disait Christine Paulin, c'est à savoir qu'il y a des passerelles et donc qui favorisent l'orientation suivant les désirs des étudiants. Donc, et également, quand vous parliez de recherche d'excellence, il faut savoir que arriver à un master, même à un M2, eh bien, on va accueillir d'autres étudiants qui viennent pas forcément de l'université. C'est-à-dire que les doctorants ne sont pas tous issus d'étudiants qui sont entrés en L1 à l'université. Vous allez avoir des étudiants de l'école d'ingénieurs, vous allez avoir des étudiants de l'école de l'ENS, vous allez avoir tous ces étudiants qui vont essayer de faire également un doctorat, parce que là aussi, on a des étudiants motivés et ils savent pourquoi ils veulent faire un doctorat. Revenons aux premières années, parce que c'est quand même ce qui nous occupe le plus et ce qui est le plus en débat. Dans votre branche, les professeurs de rang A, c'est-à-dire les professeurs qui sont au sommet de la hiérarchie, parlent-ils aux premières années? Ou bien est-ce seulement les petits maîtres de conférences qui parlent aux premières années? Non. Non, il y a des professeurs qui enseignent en licence. Il y a également, quand il y a beaucoup d'étudiants avec beaucoup de groupes, il y a des enseignants vacataires, des chargés d'enseignement qui font les TD. Et les professeurs, eux, font les cours d'amphi à plus de 150. À des premières années? À des premières années. Et chez vous, M. Baudin?
Alors oui, ça dépend des enseignants, mais la majorité des professeurs essaient en tout cas de faire cours aux licences. C'est assez variable selon les universités à ma connaissance, mais beaucoup d'universités essaient malgré tout d'inciter les professeurs à continuer à travailler avec les licences. Je pense que c'est très important parce que c'est, comme dans toute l'éducation nationale, ceux qui ont le plus d'expérience, qui sont aussi souvent les plus à même justement à gérer cette difficulté de travailler avec des étudiants aussi hétérogènes, parce que si je continue à maintenir que foncièrement le niveau n'a pas baissé, je dis, c'est pas que c'est plus facile, il s'est hétérogénéisé, ce qui crée énormément de difficultés, ce qui donne le sentiment à beaucoup d'enseignants-chercheurs, d'être face à des étudiants moins doués, moins bons qu'auparavant. Mais c'est surtout que ça s'est hétérogénéisé, parce que la plupart des étudiants bons qu'on avait auparavant sont toujours là. Mais on a aussi des étudiants qui ont des profils très différents et qui ne sont pas nécessairement mauvais par ailleurs, mais qui n'ont pas la même manière de travailler, par exemple qui peuvent être doués à l'oral, mais avoir des difficultés à l'écrit, voire l'inverse, etc. Et ça implique que nos habitudes de travail sont un peu, des fois, malmenées. Marie-Christine. Oui, je voudrais revenir à un sujet qu'on a abordé à différentes reprises, mais qu'on n'a pas vraiment épuisé, c'est celui des moyens. Parce que qui dit enseignement et qualité des enseignants, pour qu'un professeur accepte de faire des TD, etc., bien évidemment, il y a l'intérêt de la fonction, mais il y a également le côté matériel. Actuellement, j'ai vu que le budget de l'enseignement supérieur, ça représentait à peu près 2,25% du PIB. Vous qui êtes dans les syndicats, il faut augmenter les moyens. Non, mais je sais bien. Elle va te dire, il faut augmenter les moyens. Je veux savoir quelle est la cible pour vous. Oui, c'est exactement ce qui se dit au niveau de notre syndicat, c'est qu'on ne peut pas accueillir des étudiants en masse sans avoir des moyens. Et on réclamait en effet des moyens supplémentaires, mais ça fait des années qu'on réclame des moyens supplémentaires. Pourquoi faire ? Déjà là, si vous avez regardé les propos qui ont été échangés lors de Parcoursup, il a été même énoncé l'idée qu'il manquait des universités. Et donc il y a eu même des projets d'universités virtuelles pour représenter en fait l'absence de moyens donnés dans cet accueil de 600 000 étudiants en plus, ou de cette augmentation d'étudiants en plus, en disant qu'il faut créer au moins 5 universités en France pour être capable d'accueillir les nouveaux étudiants. Donc moi, ce que je vous réponds... Il y a des inégalités territoriales aussi. Oui, mais je vous réponds, il manque 5 universités de taille moyenne au niveau du sol français pour accueillir les nouveaux étudiants. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. 2,25%, il faut faire quoi ? Doubler ? Augmenter de X%? Est-ce que vous avez une revendication précise à cet égard? Moi, vous représentez l'idée de 5 universités de taille moyenne parce que justement, je n'ai pas le chiffre exact de ce qu'il faudrait et comme je suis un peu fâchée avec les millions et autres, je dirais une bêtise. Donc c'est pour ça que je vous ai représenté matériellement l'absence de moyens par l'université. Oui, allez-y. Je voudrais essayer de faire le lien entre les deux questions, c'est-à-dire entre la sélection et la question des conditions des moyens. Parce que je crois que c'est le même problème. C'est qu'on est face aujourd'hui à une logique politique, mais aussi d'analyse, pas seulement dans le champ politique, pas seulement les politiques de l'enseignement supérieur aujourd'hui, qui est une logique gestionnaire. C'est-à-dire qu'on a à la fois, on l'a dit tout à l'heure, pour la sélection, ce qui se cache derrière le débat de la sélection, c'est la circulation. Ça circule tout le temps dans l'enseignement supérieur. Les premières années qui sont soi-disant en échec, en décrochage, etc., en fait, se redistribuent dans l'enseignement supérieur. Ils n'abandonnent pas, ils ne décrochent pas, ils vont se redistribuer. Mais dans le niveau supérieur, on réabsorbe. L'université réabsorbe des étudiants qui ont fait des écoles privées parfois, mais aussi des écoles publiques, des grandes écoles, etc., les normaliens qui viennent faire des thèses, etc., etc. Donc ça circule dans les deux sens. Ça n'arrête pas de circuler dans tous les sens. La sélection, c'est un moyen de limiter la circulation. Il y a comme une sorte de peur, ou en tout cas de rejet, d'inquiétude face
à ce qui circule, ce qui n'est pas linéaire, ce qui n'est pas prévisible. Et du coup, la sélection, ça ne sert pas à récupérer les meilleurs. Par contre, ça a un effet très fort, ça homogénéise les profils et ça linéarise les parcours. Il faut mettre bien en lien la réforme ORE, la sélection qui s'est, et on n'aura pas le temps d'en parler, mais contrairement à ce que disait M. Watin, c'est bien une sélection, je pourrais montrer comment, même si c'est une sélection implicite, c'est une sélection quand même. Elle est liée à la réforme de l'enseignement secondaire, par ailleurs, qui, par le jeu des options, va imposer dès la seconde aux étudiants de choisir un profil très homogène. Trop tôt, mais le surtout, disait, précocité. D'une part, trop tôt, vous avez raison, trop tôt, mais aussi avec une imposition de l'homogénéité du profil qui va, qu'on n'a jamais connu auparavant. Les personnes qui ont travaillé sur ces questions-là montrent que si on choisit un profil, par exemple biologie, on ne peut même plus faire des maths et de la physique ou de l'informatique. Parce que l'augmentation des heures en biologie va conduire à la diminution des heures de mathématiques, à tel point qu'un étudiant ne pourra plus s'inscrire en mathématiques. Et je finis juste, je vous promets, sur le lien avec les conditions de travail, parce que parallèlement à ça, se dégradent les conditions de travail. Très clairement, il y a plein de travaux là-dessus. Il y a un travaux, Christophe Grangier, je crois, qui a écrit un ouvrage historique qui montre l'évolution de cette dégradation des conditions de travail dans l'enseignement supérieur. Et les deux sont liés, esprit gestionnaire dans les deux cas. C'est-à-dire qu'à la fois, on veut baliser le plus possible les parcours, pouvoir prédire le plus tôt possible qu'est-ce que va devenir un élève et parallèlement, à l'autre bout de la chaîne, pouvoir réduire les coûts du fait de cette moins forte imprévisibilité des parcours. Bien, si vous voulez prolonger cette émission, je vous invite à lire le livre de Romuald de Bodin et de Sophie Orange qui s'intitule « L'université n'est pas en crise » aux éditions du Croquant. Le livre de Paul Cassia, dont on a parlé tout à l'heure, qui est sélectionné à l'entrée de l'université, mais comment ? Et la question, c'est la question des critères. Et si vous voulez vraiment repérer les critères de sélection, comprendre que le mot sélection est un mot piège et essayer de trouver au nom de quoi on va vous permettre de trouver le meilleur enseignement à l'université, plongez-vous dans vos livres ou bien réécoutez notre émission. Bonsoir et merci à tous.